Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette. Et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Pollack, éditrice et écrivaine qui vient de publier son 3e roman, Les corps hostiles chez Grasset. Dans ce livre, elle nous fait entendre la voix intérieure puissante de Maude, une jeune femme libre, imprévisible, incandescente qui, par ses coups de foudre et ses coups de sang, saisit les contradictions de notre époque mieux que personne. Si je devais essayer de définir Maude, le faire peut-être d'abord dans ce qu'elle a de plus apparent, sa définition sociale. Maude, c'est une parolière qui, au moment où on la découvre, s'est fait un nom dans le milieu qu'elle sien, et donc elle est régulièrement contactée par des maisons de disques ou par des artistes pour collaborer à des albums, pour écrire et participer à l'élaboration de chansons. Plus intimement, c'est, je crois, une femme qui a un besoin presque pathologique d'intensité, qui a besoin d'être désaxée par les rencontres qu'elle fait. Enfin, en tout cas, une rencontre, c'est toujours un événement pour elle. Elle ne rencontre pas facilement. Et quand elle le vit, elle a besoin que ça l'aide à échapper à elle-même, en fait. Elle a besoin que l'autre lui permette d'échapper, pour une part, à ce qu'elle est. Donc elle est quand elle a le sentiment réel ou abusif de rencontrer quelqu'un, elle peut devenir un peu dangereuse, peut-être aussi pour elle-même, mais c'est quelque chose qui l'aide à se redéfinir. Et je dirais que c'est une femme qui a un rapport conflictuel à son genre et qui attend des hommes et de la sexualité qui la réconcilient avec son genre. Voilà. Loïc, c'est une figure c'est une personnalité masculine un peu mise en échec, un peu faillie. C'est le contraire presque d'un dominant. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup cherché, qui a fini par essayer de s'inventer un destin en participant à l'arnaque à la taxe carbone. C'est dire s'il se fourvoie. Et donc c'est une figure un peu délinquante comme ça. C'est un homme qui rêve de force, mais qui est fondamentalement, je pense, assez vulnérable et assez faible, ce qui peut le rendre ponctuellement tyrannique. C'est un homme qui se fait un monde, lui, de sa masculinité. C'est-à-dire que pour lui, son genre l'oblige à un certain nombre de choses, le condamne à une certaine forme d'héroïsme, par exemple, qui l'amène toujours à échouer et à être déçu. Le fait de vouloir se hisser à la hauteur de l'idée qui se fait de son genre, ça l'amène ponctuellement à être assez beau, ponctuellement à être pathétique et ponctuellement à être obscène. Et je pense que ça m'intéressait en fait d'essayer à travers ce roman de proposer une traversée du pathétique masculin, de l'obscénité masculine. C'est par ailleurs un homme qui, précisément parce qu'il se devine secrètement faible, qui a besoin de se raconter à tort ou à raison qu'il domine les femmes qu'il désire. Et c'est ce qui va mener, entre autres choses, Maude et lui dans une forme d'impasse. Parce qu'il va pressentir très vite que, quoi qu'il fasse, elle ne sera probablement pas dominée par lui. Et il échoue à aimer s'il n'a pas le sentiment, même si c'est une fiction, hein, même si ça relève de la fiction. Parce que beaucoup de femmes prétendent se soumettre pour que justement l'homme puisse se raconter qu'il est ce dominant qu'il n'est pas toujours. Donc voilà, c'est un petit peu autour de ces impasses-là, autour de ces fictions du masculin, ces fictions du féminin que j'avais envie de tourner, et à travers ces personnages d'explorer certaines impasses dans lesquelles nous amène le genre aussi. Parce que, comme le disait Butler, déjà, c'est toujours la conquête du genre, puisqu'on ne devient pas une femme, on le devient, et elle allait plus loin, elle disait qu'on devenait aussi un homme, et que c'était toujours une défaite. Et que le fait que ce soit une défaite était une bonne chose. Je pense que, à sa manière, ce roman raconte aussi un peu ça. Elle veut échapper à ce qu'elle appelle, au tout début du roman d'ailleurs, à l'enfer que c'est parfois d'être soi. Et les œuvres, et les autres, l'aident à ça, et l'aident à réinterroger ses fondamentaux, à essayer de devenir toujours un peu quelqu'un d'autre, et évidemment, devenant toujours un peu quelqu'un d'autre, elle essaie de se rapprocher de ce qu'elle est fondamentalement. On essaie tous de devenir ce qu'on est, mais c'est vrai qu'elle se fout pas la paix, au point d'ailleurs que dans le roman, j'ai imaginé ce dispositif que tantôt elle parle à la première personne et en son nom, tantôt elle se regarde de l'extérieur. Et je dirais que c'est vraiment un personnage qui tient à rester en tension avec elle-même, qui tient à ne pas se ficher la paix, qui tient à
à entretenir une forme d'hostilité et de rapport conflictuel à ce qu'elle est. Et c'est comme ça qu'elle vit, et c'est comme ça qu'elle aime, et c'est aussi parfois comme ça qu'elle jouit. Et c'est effectivement central dans le texte, je pense. Première intention, questionner la pertinence du couple et la masculinité. Quand j'ai réfléchi à la possibilité de l'écriture de ce livre, c'était en été. Il faisait très chaud, je me souviens de ça. Et je me souviens que je découvrais vraiment les bienfaits que pouvait avoir. J'ai toujours questionné, moi, la pertinence du couple. L'idée que ça apparaissait, même civilisationnellement, pour presque toutes les civilisations du monde, le mode d'organisation idéal pour passer le temps de la vie, me semblait extrêmement discutable. Et là, je prenais conscience du fait qu'en fait, il y avait dans la conjugalité et dans le couple une source de joie et de volupté possible réelle. Ça me troublait beaucoup. Et pour moi, ce genre de trouble, c'est ce qui peut effectivement favoriser, entre guillemets, des espèces de... vous mettre en mouvement, quoi. Vous mettre en mouvement, vous. Et je me suis mis à repenser à un certain nombre d'histoires que j'avais eu avant, d'hommes que j'ai connus, d'hommes qui m'ont, je sais pas, sur lesquels j'ai pu fantasmer. Qu'est-ce que ça racontait de moi, et j'avais envie de les reconvoquer en fait dans ma vie, de repenser à un certain nombre d'hommes et à travers eux explorer des choses qui m'ont toujours intéressée dans le je sais pas, l'état de crise permanent du masculin, quoi, le pathétique masculin, ce que je disais aussi un peu au début, l'obscénité masculine. Pourquoi la masculinité, en tout cas telle qu'elle est vécue par nos générations, pourquoi elle condamne les hommes à autant de drames intimes quand ils ne se traduisent pas dans le réel? Pourquoi c'est si lourd de devoir être un homme? Et j'ai repensé à un certain nombre d'hommes que j'ai connus, personnellement, d'hommes dont on m'a parlé, de figures littéraires. Et à travers toutes ces déclinaisons masculines possibles, j'ai eu envie de réfléchir à ça, à la lumière de ma sérénité nouvelle. On ne sait pas exactement ce qu'on fait quand on commence à écrire. On est agi par des désirs, en tout cas par une espèce de libido qui vous pousse à essayer de mettre en forme des choses par lesquelles vous êtes travaillé intimement, de manière un peu obsessionnelle, mais vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est petit à petit le texte même qui vous le révèle, si j'ose dire. Et à un moment donné, j'ai compris que je dressais sans doute le portrait d'une femme en crise et qui effectivement essaie à travers les œuvres et les autres d'échapper à elle-même. Et que j'essayais aussi par elle d'explorer une certaine forme d'impasse masculine, d'impasse du masculin. Voilà. Je pense que c'est ça qui a dominé le moment du travail en tout cas. Et peut-être aussi, parce que c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu en parler au début en dressant le portrait de Maud. C'est vrai que quand on la découvre aussi, elle traverse très vite un accident, une crise tout à fait particulière, c'est qu'elle fait une fausse couche tardive, ce qu'on appelle une fausse couche tardive. Donc elle perd pas tout à fait un enfant, mais la possibilité d'avoir un enfant. Et quand je dis que, et ça je pense aussi que c'est une des lignes saillantes qui travaille une des lignes de fond du livre, je pense qu'effectivement on est fort de ce qu'on perd, c'est cette idée-là. Et elle, en perdant la possibilité de cet enfant, il y a quelque chose paradoxalement en elle que ça vitalise. Et je pense que c'est ça aussi. J'avais envie de montrer que des fois ce qu'on perd, ce qu'on gâche, ce qu'on détruit, nous vitalise au contraire, nous permet d'aller encore autrement de l'avant. Que c'est pas forcément une catastrophe ou que si c'est une catastrophe, elle peut avoir des effets vertueux. Ça me semblait important. Deuxième intention, écrire pour travailler ses conflits intimes. Je peux très bien ne pas écrire. C'est pas ce qui est fondamental pour moi, c'est de lire. Et pour moi, entre lire, vraiment lire tel que j'aime lire, et écrire, finalement la frontière est très ténue. Parce que quand on lit vraiment un texte, il y a une part de nous qui le réécrit. On le réécrit à travers nos propres lubies, nos propres obsessions. C'est comme ça qu'on lit, c'est comme ça qu'on s'approprie les textes, c'est comme ça qu'on les métabolise, c'est comme ça qui modifie quelque chose de votre rapport au monde, de votre subjectivité. Donc, j'éprouve pas si souvent que ça le besoin d'écrire. Quand je l'éprouve, les fois où c'est arrivé, c'est parce que je me sentais tout à coup troublée au point d'être menacée par une obsession intime, par une hantise. Et à partir du moment où la hantise prend trop de place en moi,
il faut que je trouve un espace alternatif où tenter de lui donner corps et tenter de lui donner une forme. C'est comme ça que je me venge d'elle. Et puis parfois, on a aussi vécu des choses, on y repense, puisque je vous le disais, qui étaient absurdes. Et je pense que l'espace littéraire, c'est aussi un lieu où on peut tout à coup se venger de l'absurdité des choses qu'on a vécues. Parce que là, on peut tenter de leur donner un sens. Même si c'est un peu illusoire, là, tout à coup, les choses vont pouvoir prendre sens. Là, tout à coup, vous devenez un peu le démiurge de choses que dans la vie, vous avez plutôt subies. Et il y a dans ce glissement-là quelque chose qui, énergiquement, est très bénéfique. Et c'est vrai que j'ai eu la sensation, en écrivant ce livre, de retrouver ce que j'avais oublié, que j'avais perdu ça en n'écrivant plus. C'est un lieu. C'est-à-dire que c'est vraiment le travail du texte, c'est vraiment un lieu où vous pouvez être avec vous-même de manière très heureusement conflictuelle. Et vous pouvez travailler ces conflits intimes et essayer de leur donner des voix, une forme, l'exprimer à travers des corps qui deviennent ceux des personnages que vous composez. Et c'est vrai que c'est très voluptueux. C'est âpre, c'est exigeant, mais c'est très voluptueux. Troisième intention, explorer la puissance du féminin dans le champ intime. Je ne sais pas si ce roman m'a appris des choses, peut-être qu'à terme, il m'aura modifié. Mais c'est encore trop tôt là pour le dire, il m'aura modifié. Mais j'ai continué en tout cas de poursuivre un certain nombre de questionnements, de questionnements qu'avait à voir avec ces thèmes-là qui me semblent fondamentaux, qu'ils sont pour nous tous. Mais peut-être que oui, ça tourne autour je dirais de la puissance du féminin dans le champ intime, la puissance il y a beaucoup de textes de Camille Paglia qui m'ont nourri à ce moment-là. Elle aussi, elle essaie de penser le féminin, mais dans l'expérience sexuelle. Et pour elle, c'est le lieu d'affirmation de ce qu'on a de plus anarchique. Et je pense que voilà, ce roman m'a pas appris ça, mais m'a permis d'explorer encore autrement ce dont j'ai toujours eu plus ou moins l'intuition, sur le génie anarchique du féminin, indépendamment de notre genre, hein, dans les moments sexuels, dans le champ sexuel. C'est un lieu d'affirmation de la puissance du féminin, je pense, la sexualité. Et le roman m'a permis de l'explorer encore autrement. Et c'est peut-être ça ce qui est frais, quand on parle du sexe et l'effroi, c'est peut-être ça qui est potentiellement effrayant pour celui qui incarne le principe masculin. C'est de faire face à cette puissance anarchique-là. C'est pas facile. Et ça peut rendre l'autre, celui qui incarne le principe masculin, pervers. Donc c'est en ça que c'est des espaces menacés. Parce qu'il a besoin de le simplifier. Il a besoin de le réduire pour pouvoir le désirer. Il a besoin d'en faire un objet. Mais celui qui jouit d'être pénétré dit à tout moment, c'est au contraire qu'il est absolument irréductible à rien. C'est qu'il s'abandonne à des forces très très anarchiques et très puissantes. Donc c'est très inhibant en fait, pour l'homme ou pour celui qui incarne le principe masculin. Ça demande beaucoup de force virile. Et tous les hommes n'en sont pas capables. Quatrième intention, formuler l'indicible, le désir. Je pense que l'écriture, alors là aussi c'est pareil, l'écriture est le seul moyen, justement, si je devais en parler, la parole serait très vite mise en échec. Parce qu'on touche à des zones qui sont très difficilement formulables. Et là, c'est vrai que la force de l'écrit, de cet espace-là, c'est que vous pouvez creuser, quoi. Vous rentrez dans un temps qui va vous permettre une traque un peu de longue haleine, qui va vous permettre de réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir faire miroiter les mots, scander les phrases, pour pouvoir toucher à quelque chose de la singularité de ces moments qui sont quand même difficilement formulables. Les moments où on désire, les moments où on est ému, et comment est-ce que ça vous meut littéralement, comment est-ce que ça vous fait bouger, comment est-ce que tout à coup ça vous fait vous percevoir vous-même autrement. C'est souvent impossible, même quand on cherche que ce soit avec nos proches ou que ce soit sur un divan. La plupart du temps, peut-être que la parole est mise en échec. C'est pour ça que c'est toujours aussi l'expérience du désir, d'une certaine manière, c'est toujours aussi l'expérience d'une solitude. Parce que c'est difficilement partageable. On a tous vécu ça aussi quand on a vu nos proches s'enferrer dans des histoires impossibles. Mais enfin, quitte ce connard ou laisse tomber. Enfin, mais on sait bien qu'en fait, ça n'a pas de prise. Parce que la personne en question, à ce moment-là, est embarquée, littéralement ravie, dans
dans une histoire qui n'appartient qu'à elle et qui est sans doute décisive, elle a sans doute des raisons absolument cruciales qui font qu'elle la vit, même si ça paraît aberrant. Et ces choses-là, elles sont pas formulables, elles sont pas partageables. Donc tout à coup, le roman, le champ littéraire, il vous permet peut-être, en tout cas, de tenter de rendre ça plus partageable. Parce que vous rentrez dans une temporalité qui va vous permettre de déployer un peu les choses et surtout aussi de vous désolidariser de vous-même. Donc c'est ces jeux de dissociation dans l'écriture qui sont décisifs et qui font que tout à coup on se dit « Ah mais oui, non seulement je vois ce avec quoi ce personnage est aux prises, mais en fait, beaucoup de gens l'ont déjà vécu. En fait, c'est des expériences très ordinaires. Hein. Cristalliser sur un mec, être déçu par le mec, c'est des expériences ordinaires. Mais il y a autant de manières originales de les vivre qu'il y a de gens qui les vivent. Donc, moi, j'essaie à ma mesure de rendre compte d'une expérience qui a été la mienne à certains moments de ma vie et que j'ai essayé de restituer en prenant la parole à travers Maud en son nom. Elle disait « je » et parfois en étant plus cruelle avec elle, d'une certaine manière, en étant plus impitoyable avec elle, en battant froid son lyrisme et en essayant d'éclairer ce que ça a aussi d'un peu pitoyable. Parce que ça, et je dis pas nécessairement ça en mauvaise part, mais il y a aussi une part un peu piteuse, un peu honteuse. Enfin, Annie Ernaux en parle très bien aussi de ça, notamment dans Passion simple. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le vivre. 5e intention, quand l'écriture nous amplifie. D'avoir été au bout de ce qui est malgré tout un geste, parce qu'écrire un livre, c'est toujours aller au bout d'un geste, même s'il est fort de ses imperfections, de ses hésitations, c'est quand même un geste. Et ça m'a centrée, et je me sens forte quand même de ça. Ça m'a amplifiée. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que je me sens plus à ma place, plus à ma place en moi que je ne l'étais avant. Donc une forme comme ça d'apaisement intime, mais très profond, que je n'éprouvais pas de cette façon-là du tout avant d'avoir écrit le livre. Et je pense que celui-là m'a coûté davantage, pour plein de raisons, et que de fait, la manière dont les répercussions qu'il a en retour sur ce que je suis aujourd'hui sont plus puissantes, et qu'elles me font du bien, en tout cas qu'elles m'amplifient. Je gagne en force intime, et en calme, du coup. Parce que j'ai toujours trouvé le calme très désirable. Je suis quelqu'un de fondamentalement plutôt angoissé. Et je trouve le calme très désirable. Et je pense que le fait, non pas d'écrire, parce qu'on écrit quand même sous tension. Enfin, moi, en tout cas, j'écris sous tension. Mais le fait d'avoir écrit a apaisé quelque chose en moi, a centré quelque chose en moi. La narration, c'est très exigeant. Et ça l'est d'autant plus pour moi, parce que je pense que je ne suis pas une narratrice née. C'est-à-dire que j'aime bien restituer les choses, j'aime bien composer des personnages, mais raconter une histoire, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus exigeant. Et j'ai beaucoup travaillé à la narration, beaucoup travaillé à ce qu'on ne sente pas trop que ce soit travaillé. Et quand on me dit « je l'ai lu d'une traite », je kiffe. Parce que je me dis, alors, c'est peut-être que j'ai quand même réussi un truc, et à mon avis que je n'avais pas réussi sur les 2 premiers. Donc ça, oui, ça me fait plaisir. Je l'ai lu en ce moment, ça va changer. De toute façon, tout retour de lecture est quand même est très remuant, très émouvant, parce que c'est toujours quelque chose de voir quelqu'un s'emparer d'un texte que vous avez travaillé pendant des mois, des mois. Mais là, en ce moment, ce qui me fait très plaisir, c'est que je l'ai lu d'une traite. Psst, c'est l'heure des cadeaux. Si je devais offrir une phrase aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ce ne serait pas forcément la même dans une semaine, mais ce serait celle-là. Nous naissons maudits et c'est là notre grâce, nous essayons tous d'en faire quelque chose. Nous ne cherchons pas le bonheur, contrairement à ce qu'on se raconte. Nous ne cherchons même pas la liberté est trompeuse. Ce que nous cherchons est plus modeste, plus ironique aussi. Nous cherchons une issue. Tous, en lisant, en vivant, en aimant, en écrivant, nous cherchons une issue au fait aberrant d'être né. Ce serait ça, je crois. Finissons en musique. C'est pas quelque chose que j'ai écouté en écrivant le livre, alors que j'ai écouté beaucoup de musique en écrivant ce livre, mais depuis que j'ai été voir Lou Reed, là, ce serait There Is No Time. Je suis complètement obsédée par cette chanson de Lou Reed depuis que je l'ai... Et je pense que d'une certaine manière, elle aurait pu. Elle n'a pas été présente, mais elle devait l'être hors champ, parce qu'en plus c'est une chanson que j'ai toujours aimée, mais que j'ai vraiment redécouverte il y a 2 jours, là. La nécessaire urgence de vivre.
Et c'est vrai que on a un rapport très désinvolte à ça quand on a 20 ans, et c'est naturel. Ça s'impose à vous de façon plus aiguë quand vous avancez dans l'âge, et qu'on passe quand même une part de sa vie des fois à être un peu à côté de ce qu'on devrait faire, à être un peu à côté de ce qu'on devrait vivre, à être un peu à côté. Donc c'est pas simple, mais il faut vraiment se rappeler qu'il faut essayer le plus possible de faire ce qu'on doit. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Suivez-nous pour ne pas manquer le prochain épisode.